Bonjour et bienvenue à cette dernière capsule résumée dans le cadre du cours Chimie 50-61. Aujourd'hui, on fait le résumé du chapitre 5 qui porte sur la chaleur molaire de réaction. Donc, commençons par parler de la loi de la conservation de l'énergie. Ce qu'elle nous dit, c'est que dans un système isolé, l'énergie totale est toujours constante. Oh, là, on va avoir à définir quelque chose. On va avoir à définir ce qu'est un système isolé. Donc, il existe en fait trois types de systèmes qu'on va voir pour pouvoir définir ce qu'est un système isolé. Le premier, c'est le système ouvert. Le système ouvert me permet d'avoir des échanges d'énergie, mais aussi des échanges de matière avec mon environnement. Donc ici, j'ai un verre d'eau. Mon verre d'eau, l'eau va s'évaporer. Je peux avoir de la poussière qui se retrouve dans mon eau. J'ai donc un échange de matière. Et j'ai aussi un échange d'énergie. Je ne parle pas nécessairement de céder de l'énergie. Ça dépend si j'ai de l'eau froide ou de l'eau chaude. Mais je pourrais avoir une eau froide qui va absorber l'énergie de mon environnement ou une eau chaude qui va libérer de l'énergie dans son environnement. Donc, ça permet les deux échanges. Le système fermé, quant à lui, va permettre seulement les échanges d'énergie. Donc, à ce moment-là, j'ai un couvercle qui va m'empêcher d'avoir des échanges de particules, d'évaporation d'eau ou de poussière. Mais par contre, je n'aurai pas un système qui est très bien isolé au niveau de la température. Donc, je vais pouvoir avoir des échanges d'énergie. Mon troisième système est le système isolé. Au niveau du système isolé, là, on parle vraiment du thermos. Autrement dit, celui qui va être capable de garder son énergie et de n'avoir aucun échange d'énergie avec son environnement. Évidemment, c'est ce type de système-là qui nous intéresse. Dans un deuxième temps, on dit dans un système isolé, l'énergie totale est toujours constante. Pourquoi on parle d'énergie totale? Eh bien, évidemment, ça ne veut pas dire que j'ai aucun changement dans ma tasse. Je pourrais avoir un changement de température dans ma tasse, même dans un système isolé, mais à ce moment-là, ça me prend une réaction chimique. Donc, ce qu'on dit, c'est que l'énergie totale, c'est tout ce qui contient, tout ce qui constitue l'énergie. On parle évidemment d'énergie thermique, mais aussi d'énergie chimique contenue dans les molécules. Pour être capable d'étudier cette énergie-là qui a été dégagée par exemple par une réaction chimique pour passer dans mon liquide ou qui a été absorbée par un système chimique de mon liquide, donc évidemment, ça me prend un appareil qui va être isolé pour éviter que la variation de température est juste due au fait qu'on a perdu de la chaleur dans l'environnement. Cet appareil isolé-là porte un nom, ça s'appelle le calorimètre et c'est lui qu'on va utiliser en calorimétrie, donc en étude d'énergie de cette façon-là. Donc ici, ce que j'ai, c'est un calorimètre et ce que je vais faire, c'est que je vais séparer ma réaction chimique et mon calorimètre, ce qui ne fait pas beaucoup de sens. En fait, on sait que la réaction chimique se fait dans le calorimètre. Mais ici, je vais les séparer juste pour bien montrer d'où vient l'énergie et où va l'énergie. Un des problèmes majeurs en ce qui concerne la calorimétrie, c'est toujours d'être capable de mettre les signes aux bons endroits. Et c'est un peu ça que je veux vous illustrer ici pour être sûr que lorsqu'on arrive avec des exemples numériques, donc des chiffres, ben, vous n'ayez pas de problème de signe. Parce qu'un problème de signe, c'est bête et ça crée une erreur un peu plate. C'est une façon plate de perdre des points. Donc ici, je vais commencer par illustrer une réaction endothermique. Dans la réaction endothermique, on le sait, j'ai besoin d'énergie pour briser mes liens et je vais dégager de l'énergie lorsque je vais refaire des liens. Donc, je vais avoir une énergie chimique qui est contenue dans mes substances. Et c'était cette énergie-là que je veux étudier. C'est ce qu'on appelle l'enthalpie. Donc, ici, j'ai de l'énergie qui va passer de mon milieu et qui va se rendre dans mon enthalpie. Donc, il va se déplacer dans l'enthalpie de mes molécules à cause de ma réaction chimique, parce que ma réaction chimique absorbe de l'énergie endo vers l'intérieur, donc absorbe de l'énergie. Ça va créer évidemment une baisse de température de mon système. On le sait, la réaction endothermique absorbe de l'énergie, ce qui veut dire que le delta H devrait être positif, hein, parce que le delta H positif est lié à ma réaction endothermique. De l'autre côté, est-ce que c'est logique que mon calorimètre ait une énergie négative? Ben absolument. Pourquoi? Parce que mon énergie se calcule avec une formule qui est Q égale mc delta T et on sait que la variation de température dans ce cas-ci,
c'est une petite température moins une grande température, parce que la température finale est plus petite que ma température initiale. Donc, ça va donner quelque chose de négatif, ce qui me donne un Q qui est négatif, une quantité de chaleur négative. Évidemment, de l'autre côté, je vais avoir un delta H qui va être positif, comme je l'ai dit tantôt, mais c'est important de comprendre que le Q que je vais obtenir en faisant mon Q égale mc delta T correspond à la masse de réactif que j'ai utilisée. Ce n'est pas nécessairement une mole. Donc, dans certains cas, je vais avoir à compléter mon problème en faisant simplement un produit croisé pour le ramener pour une mole, pour avoir la variation d'enthalpie au niveau molaire. Au niveau de la réaction exothermique, ben, en fait, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'on va virer le système à l'envers. Autrement dit, je vais avoir une réaction chimique qui va libérer de l'énergie vers mon milieu, donc qui va réchauffer mon eau dans ce cas-ci, ce qui va créer une augmentation de ma température. Et évidemment, ça va inverser mes signes. Donc, à ce moment-là, ma température finale est plus élevé que ma température initiale, ce qui veut dire que mon delta T est positif, ça me donne une énergie positive du côté de mon calorimètre, et une énergie négative au niveau de mon système. Autre élément que je n'ai pas dit tantôt, mais qui est vraiment important, c'est que quand on va utiliser le Q égale mc delta T, le C qu'on utilise, évidemment, c'est le C de l'eau. Donc, même si on a du HCl qui réagit avec du NaOH, par exemple, ben je sais que ces deux substances-là, c'est des substances qui sont aqueuses, donc sont diluées dans l'eau. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la variation de température de l'eau. Okay? C'est pour ça aussi que j'avais séparé ma réaction chimique d'avec mon milieu. C'est pour indiquer que le milieu, c'est l'eau et ma réaction chimique se fait entre les molécules, par exemple, dans l'exemple que j'ai donné tantôt, de HCl et de NaOH. Au niveau de mon système, je vais donc avoir ici un delta H qui est négatif, ce qui fait du sens parce qu'on sait qu'une réaction exothermique est liée à un delta H négatif. Le deuxième gros morceau de ce chapitre-là, c'est la loi de Hess. Évidemment, ici, la loi de Hess, comme je vous ai dit, c'est un gros morceau, il y a beaucoup de maths. Le chapitre 5, c'était beaucoup des problèmes écrits. Donc, j'ai deux capsules qui vont suivre le chapitre 5, une sur les bilans énergétiques et une sur la loi de Hess. Donc, je vous invite à les consulter. Elle va vous aider à faire la mathématisation de tout ça, mais ici, je voulais vraiment me concentrer sur l'aspect théorique qui sont liés à ces deux concepts-là. Donc, la loi de Hess, qu'est-ce qu'elle me dit? En fait, ce qu'elle me dit, c'est que si un corps se déplace d'une boîte à une autre et ensuite sur une troisième, versus si je regarde au global, donc si j'ignore la petite boîte et je me rends directement sur le deuxième, l'énergie nécessaire de mon oiseau est exactement la même. C'est un élément important parce qu'on l'a vu, une réaction chimique ne se fait généralement pas en une étape. Elle va se faire en plusieurs étapes. Donc, ce que ma loi de Hess me dit, c'est que si j'additionne les variations d'enthalpie de chacune de mes petites étapes, ce que ça va me donner, c'est ma variation d'enthalpie globale. Donc, la variation d'énergie entre les réactifs que j'avais au départ et les produits que j'ai à la fin, indépendamment du nombre d'étapes intermédiaires qui se trouvent entre les deux. Donc, c'est ce qui est illustré ici. En fait, ce qu'on voit, c'est que si j'additionne la variation de hauteur de la première et la variation de hauteur de la deuxième, ou si vous préférez la variation d'énergie, ce que ça va me donner, c'est la variation d'énergie totale. Et c'est ce que nous dit la loi de Hess. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il va y avoir une capsule qui suit cette vidéo qui va vous expliquer comment le faire au niveau mathématique, donc au niveau chiffré. C'est ce qui met fin à cette dernière capsule dans le cadre du cours Chimie 50-61. Évidemment, la dernière capsule résumée, parce qu'il y a deux capsules calcul qui vont suivre. Donc, je vous dis, vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.